Hello, aujourd'hui, nous allons analyser une situation d'une cliente. Je vais vous partager qu'est-ce que je fais justement en termes de préconisation euh, pour justement un profil bien défini. Je me présente, je m'appelle Kevin Robert, gérant du cabinet de conseil en investissement et gestion de patrimoine K Invest et Patrimoine. Et aujourd'hui, c'est la première vidéo sur l'analyse d'un cas client, un cas client relativement simple, mais qui représente quand même, je pense, des bonnes informations pour celles et ceux qui souhaitent développer leur patrimoine, commencer à investir, préparer leur retraite, éventuellement optimiser leur fiscalité. Et donc, je vais faire comme si vous étiez la cliente et comme si je présentais mes préconisations en rendez-vous. La vidéo va durer environ une quinzaine de minutes. Et bien évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais laisser mon adresse mail en bas dans la description. Je partage mon écran. Présentation du profil de l'investisseur. Donc, madame, on va l'appeler madame médecin, à 27 ans, elle est médecin généraliste remplaçante. Donc, elle vient de sortir de l'internat il y a à peu près elle est en concubinage et actuellement locataire. Elle vit dans le sud de la France. Elle a eu une somme d'argent par succession de sa grand-mère. C'est d'ailleurs l'objet de sa venue au sein du cabinet. Elle a trois objectifs principaux qui sont optimiser la rentabilité de ses placements actuels, parce que la somme d'argent n'est pas du tout placée. Elle végète sur un compte bancaire qui n'est même pas rémunéré selon les standards minimums. Elle souhaite préparer sa retraite et, dans un troisième temps, financer un achat immobilier, notamment leur résidence principale sur la ville de Montpellier. À savoir que les revenus vont augmenter dans les prochaines années et que la gestion financière est très faible. Je vais augmenter pour possible. Donc, à l'heure actuelle, madame gagne 45 000 euros. Elle est en concubinage, donc c'est une déclaration qui n'est pas commune, hein. Chacun fait sa déclaration. Je rappelle qu'il faut être pacté ou marié pour avoir une déclaration commune euh, obligatoire à partir de la deuxième année. Après impôt sur le revenu, nous sommes à 38 500 euros, ce qui fait une imposition pour madame médecin de 6 500 euros. Au niveau du stock financier, on a un stock financier qui est de 199 000 euros, un compte courant, un livret A et un LDD au plafond, un plan épargne action, une assurance vie, hein, deux assurances vie, même une Yomoni et une Lucia, et un livret plus, les fameux 130 000 euros, justement, qui ont été euh, viennent de sa grand-mère, hein, et c'est un héritage, et elle se demande quoi faire de cette somme. C'est l'objet de sa venue. Bien évidemment, quand on va avoir un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, en général, on vient avec une question et puis on repart avec beaucoup de réponses et beaucoup de pistes, et en général des mises en place financières et immobilières, parce qu'il y a un certain nombre de choses à voir. Au niveau de son ça, c'est sa capacité d'épargne entre ce qu'elle gagne et ce qu'elle dépense, en plus, selon les informations qui est de 2518 euros. Ça veut dire qu'elle pourrait économiser 2518 euros par mois. Alors souvent, on a tendance à tout pondérer les dépenses liées au train de vie, notamment les sorties, les restaurants, les vacances, et ça donne quand même déjà une première idée de la gestion financière de la cliente. Et enfin, petit laïus au niveau du crédit, on le verra un petit peu plus tard. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la cliente n'a pas de crédit consommation. Elle n'est à l'heure actuelle pas endettée pour de l'immobilier. Malgré tout, elle a un loyer et ça rentre en compte dans l'endettement. Donc là, la question à se poser, c'est que faire avec ce stock financier? Comment est-ce qu'on pourrait justement le placer? Alors, mon premier conseil, déjà, c'est de garder une certaine épargne de précaution. Ici, un livret A et un LDD qui représentent environ 38 000 euros. Pourquoi? Parce que s'il y a un projet immobilier, elle sera contente d'avoir cette épargne de précaution dans laquelle éventuellement elle pourrait utiliser une partie comme apport. Et je conseille à minima à mes clients d'avoir un livret A au plafond dans la mesure du possible pour justement se sentir sécure. C'est une épargne qui est peu rémunérée, hein. On va passer à 2,5% sur le livret A et le LDD. Nous sommes le 10 janvier 2025.
c'est une épargne peu rémunérée mais très liquide. Au niveau de son PEA, donc j'ai récupéré les informations au niveau de son PEA. Alors le PEA, effectivement, pas de stratégie particulière. C'est un PEA qui avait été ouvert il y a de ça quelques années avec quelques actions. Donc c'était, je me rappelle des stock picking, il y a quelques actions françaises à l'intérieur. Euh, Là-dessus, mon conseil, c'est soit effectivement, elle aime beaucoup côté et on retravaille ensemble une petite allocation en stock picking avec quelques actions françaises et européennes qui sont très intéressantes à mes yeux. Je pense notamment à du Schneider Electric, je pense notamment à du Hermès, Novo Nordisk, je pense également à Air Liquide, qui est une action de mon père de famille, GTT, qui travaille tout ce qui est gaz, liquide et JNL. Donc voilà, soit on retravaille une petite allocation, soit effectivement, elle souhaite garder le PEA en tant que tel et puis éventuellement faire des versements programmés sur peut-être un ETF. Voilà, stratégie, stock picking, hop, portefeuille, 5 lignes, action, titre vie. Voilà, donc des titres vie détenus en direct. Le PEA, c'est une magnifique enveloppe, hein, l'assurance vie. Le plan épargne action, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas les frais de gestion annuels. On a parfois des droits de garde, mais maintenant, il y a quand même beaucoup de banques qui proposent des PEA avec des frais très minorés. Par contre, le PEA, on a un environnement d'investissement très, très limité. Certes, on a des ETF, mais ça reste des marchés financiers. Et en général, le PEA s'adresse plus à un profil qui connaît un petit peu, simplement parce que on n'est pas forcément accompagné. Ensuite, on a eu deux assurances vie, donc une Yomoni et une Lucia. Donc, je l'ai dit, hein, très intéressant parce que bah, le 27 ans, elle a commencé l'investissement, donc c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas eu de stratégie en particulier sur Yomoni, donc c'est une on est quand même à 1. Bah, vous faites 0% fois 10 ans, ça vous fait déjà 6% perdu bêtement. Donc c'est pas mal pour commencer, effectivement. L'assurance vie Lucia, donc c'est une assurance vie qu'elle a fait elle-même, il n'y avait pas de stratégie particulière. Donc là, ma question, c'est quelle est euh, euh, vous voyez même c'est, on, on va pouvoir pour soit travailler la stratégie au sein de ces assurances vie, soit que le mieux, hein, c'est à la cliente, c'est que je récupère l'intégralité de la relation financière et que je puisse mettre en place quelque chose de plus global. Ensuite, sur le livret plus, et là, ça rejoindra probablement la stratégie globale. Le livret plus, qu'est-ce que je ferai pour cette cliente? Déjà, je garderai 10% en cash, en monétaire. À l'heure actuelle, on a des fonds en euros boostés qui sont à 3,5% net, hein, net de prélèvements sociaux, net de frais de gestion du contrat, 5,14 brut à peu près. Donc, faut en profiter sur 2025-2026. Je ne suis pas du tout fan du fonds euro parce que c'est de la dette d'État française, certes à court terme, mais ça reste de la dette d'État française. Donc, vigilance, surtout dans l'environnement actuel. Vigilance, par contre, une réserve de cash, c'est intéressant. Là, on profite du taux boosté. À terme, je préfère avoir des fonds monétaires pour ne pas avoir être exposé à l'État français directement et surtout avoir une réserve de cash pour saisir des opportunités. Dans certains portefeuilles, même, on dit 25% de cash, 25% d'or, 25% d'obligations, 25% d'actions. Je réduis quand même un petit peu le cash. Ça, c'est ma stratégie. Ensuite, 30% sur une stratégie plutôt moyen terme avec ce qu'on appelle de la dette privée infrastructure. On a accès notamment à des fonds qui financent des projets de transition énergétique dans toute l'Europe. Ça va être des parcs éoliens, ça va être des parcs éoliens offshore, donc en haute mer, des centrales solaires. Donc, l'énergie, à mes yeux, c'est le sujet des prochaines années.
La transition énergétique également, même si c'est plus un mix, dans le mix énergétique, ça vient rajouter en fait des strates supplémentaires, mais c'est pertinent d'y aller. Et on a accès à des fonds justement qui délivrent des performances avec très très peu de volatilité parce que c'est de la dette court terme et des rendements quand même relativement intéressants. Là, notamment, j'ai un fonds avec qui je travaille qui est en 5 et 6% net. Ensuite, une poche en or, hein, une poche en or, donc 15% en or, qu'on appelle les certificats or. C'est un indice qui réplique le cours de l'or. Ça me semble tout à fait pertinent dans ce type de stratégie. Et pour le reliquat, donc les 45% restants, ce sera du produit structuré. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un produit structuré, c'est quand même relativement complexe. Pour la faire simple, on a un indice sous-jacent qui varie en fonction justement de ce qui est détenu dans le panier. On a une barrière en protection qui peut parfois aller jusqu'à 100% du capital. On peut avoir des capitaux quand même complètement garantis. Et par un mécanisme de put et de call, on va justement pouvoir délivrer une performance qu'on appelle des coupons, parfois trimestriels, parfois annuels. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus de cette barrière, même si on est sur un indice parfois qui, pendant un certain moment ne va pas avoir de performance ou va diminuer légèrement, eh ben, on peut cumuler ces coupons sur un certain nombre d'années jusqu'à ce que le produit se clôture. En général, il se clôture dès lors qu'on repasse au-dessus de 0% à partir d'une date de constatation. Donc, très intéressant les produits structurés. J'aime beaucoup les produits structurés. Euh, Notamment les produits structurés. À l'heure actuelle, je vais sur des produits structurés qui travaillent le luxe parce qu'on a une belle décote sur le luxe et les produits structurés qui travaillent le bancaire, tout simplement parce que les banques, selon mes analyses, sur les 24 prochains mois, vont continuer à voir leur profit grimper du fait de la baisse des taux qui va pas forcément se répercuter au niveau des prêts immobiliers. On peut rajouter autre chose. Hein, dans le mail que j'ai fait à la cliente, j'ai rajouté autre chose. Notamment, elle m'a parlé, elle aurait souhaité une petite poche immobilier. Euh, et donc, je mettrai probablement une petite poche SCPI européenne et on réinvestit les dividendes de cette SCPI vers une allocation plus dynamique, notamment une allocation action. En parlant d'allocation action, je ne sais pas, il y a deux écoles, hein. Il y a ce qu'on appelle le lump sum, c'est-à-dire tout investir d'un coup au niveau des marchés financiers, et le DCA, le dollar cost average. Pour mes clients, j'ai plus tendance à faire du DCA, du dollar cost average, ou alors, quand on a un gros capital, qu'on souhaite rentrer sur les marchés financiers, on va séquencer les points d'entrée. Typiquement, si j'ai 100 000 euros, je vais peut-être les rentrer sur 18 à 24 mois, à voir vraiment en fonction des environnements de marché, parce que ça peut être dangereux, à voir. C'est vraiment en fonction du profil et de l'horizon de placement, bien évidemment. Par contre, les actions, il faut y aller. Je suis également investisseur à titre personnel sur les actions. J'utilise les ETF, pas toujours, pas toujours des ETF, parce qu'il y a des fonds actifs qui sont bien gérés. Mais là, typiquement, avec 350 euros, l'allocation, c'est 50% sur un ETF US, 20% sur un ETF européen et 30% sur un ETF marché émergent. L'ETF Europe, alors, tout dépend de l'assureur avec qui on travaille, mais là, la somme est un peu faible. Si la somme aurait été un peu plus importante, j'aime beaucoup travailler des fonds actifs. Il y a notamment un fonds Indépendance AM qui est géré par William Higgins, pour ceux qui connaissent, excellent gérant. On y a accès au sein des assurances vie. C'est un fonds qui a délivré en moyenne 13% de performance par an sur les 10 dernières années. Très, très, très solide. L'ETF, c'est pas forcément automatique. Enfin, il y a des fonds actifs qui sont très bien gérés. Donc, les 350 euros investis tous les mois sur cette allocation. Également, en plus de l'assurance vie, donc j'ai préconisé l'ouverture d'un plan épargne retraite avec un petit versement programmé mensuel de 150 euros, même stratégie que l'assurance vie au niveau des actions. Euh, on prend également pour ouvrir le plan épargne retraite 2500 euros. Donc, on prendra probablement du LDD pour l'ouvrir, parce qu'il y a un minimum. Hein, en tant que CGP, on a quand même accès à des produits qui sont des solutions qui sont un petit peu plus haut de gamme. Et donc, on a des barrières d'entrée qui sont élevées. Ça reste quand même très accessible. Ensuite, le reste du flux,
pour l'instant, l'idée, c'est pas de lui prendre une grosse partie de son flux. C'est un premier travail, c'est de voir comment elle s'en sort avec ces 500 nouveaux premiers euros qui sont investis tous les mois. Il va y avoir une résidence principale qui devrait intervenir sous 24 mois. Donc forcément, avec un loyer qui est actuellement de 450 euros de mémoire, logiquement, le remboursement du crédit résidence principale sera plus élevé. Donc ça va également diminuer le flux. Et il y a également un projet d'investissement locatif. Donc probablement qu'il y aura un effort d'épargne tous les mois. Donc forcément, le flux va encore diminuer. Donc, avec tous ces projets qui arrivent, mieux vaut ne pas trop alimenter l'assurance vie et le plan épargne retraite et éventuellement refaire un point d'ici que ces projets soient matérialisés pour augmenter les versements. Et au niveau du crédit, donc l'endettement total, si effectivement, madame, en fonction, madame médecin, euh, en fonction de ses revenus acheter une résidence principale, cela correspond à environ 250 000 euros pour un prêt sur 25 ans. À l'heure actuelle, elle a 490 euros d'endettement. Aux yeux de la banque, c'est l'endettement lié au loyer, ce qui donne un endettement résiduel de 822 euros, ce qui correspondrait, si elle souhaitait rester locataire, à 160 000 euros sur 20 ans pour un projet locatif. Alors, il y a beaucoup d'écoles, hein, sur acheter ou louer. Je suis de l'école d'acheter sa résidence principale pour de multiples raisons. Parce que déjà, tous les mois, en fait, c'est comme si on épargnait une somme. Quand on est dans un marché, en général, porteur, la résidence principale se valorise. Je peux toujours, à un moment donné, la revendre, récupérer le cash pour en faire autre chose, mais au moins, j'ai ce cash. Et surtout, ma mensualité ne bouge pas, elle est fixe quand mes revenus augmentent. Donc, il y a très peu de sujets, sauf dans des villes vraiment où l'immobilier est très, très cher, où là, c'est un peu plus. Au niveau de la stratégie, donc là, la première chose, l'étape 1, pourquoi j'avais mis l'ouverture du plan épargne retraite, c'est parce qu'on était en fin d'année, fin 2024, donc pour justement profiter de la déduction fiscale liée au plan épargne retraite, c'était pour acter sur l'année. L'étape 2, c'est optimiser les placements via une stratégie assurance vie dédiée, hein, que je piloterai avec justement une stratégie qui évoluera au fur et à mesure des années, hein, parce que je vais pas acter et un portefeuille évolue dans le temps, c'est important. La stratégie peut-être est cohérente maintenant, mais le portefeuille évolue dans le temps. À voir effectivement ce qu'elle souhaite faire sur ses assurances vie actuelles. Est-ce qu'elle souhaite avoir d'autres assurances vie en parallèle, voir comment peut-être elles se comportent, même si elles n'ont pas des performances extraordinaires, à voir. Voilà, ça, je n'ai pas du tout la pression à la cliente à voir. Bien évidemment, je serais ravi de m'occuper de l'intégralité, mais elle décide. Au niveau de son plan épargne action, pareil, je lui donnerai quelques actions intéressantes à avoir en portefeuille. Comme ça, elle pourra recalibrer son plan épargne action avec une vision toujours long terme, hein. Parce que quand on investit sur les actions, c'est une vision long terme, parce qu'il y a quand même pas mal de volatilité. Étape 3, c'est son projet immobilier résidentiel sur l'année 2025, avec l'étude de la meilleure solution pour acheter sa résidence principale. Donc là, je me mets en relation avec des partenaires, avec des acheteurs immobiliers également qui travaillent avec moi. La quatrième étape, c'est la réflexion autour de l'effet de levier crédit. Est-ce qu'on fait de l'immobilier locatif? Si oui, comment? Dans quelle zone? Quelle stratégie? Quel budget? Donc, tout ça, c'est une réflexion à avoir probablement sur 2026, une fois le projet résidence principale produit. Et enfin, l'étape 5, donc là, petit, j'ai pris quelques minutes pour lui parler du Girardin industriel qui pourra être à terme intéressant, peut-être sur 2025, intéressant si elle a beaucoup de revenus et peut-être une imposition plus importante. Donc le Girardin industriel, pour faire très simple, on investit dans les dom-toms. Enfin, c'est une manière d'investir dans les dom-toms et de soutenir l'économie productive des dom-toms. Et pour ce faire, c'est une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 25%, en tout cas le partenaire avec qui je travaille peut aller jusqu'à 25%. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la stratégie. J'ai essayé d'être simple et concis. Bien évidemment, avec la cliente, je rentre plus en détail une fois que cette stratégie est comprise et validée. Merci pour votre écoute. C'était la première analyse de patrimoine d'un client, d'une cliente. N'hésitez pas s'il y a des questions et à bientôt.